Hey, salut, c'est Max. Il y a quelques temps, vous m'avez peut-être revu dans la vidéo Bob l'éponge de la chaîne de l'ami Robocan, dans laquelle j'avais parlé rapidement des BD du petit bonhomme jaune en déclarant « J'ai même pas réussi à trouver le nom des auteurs et illustrateurs ». Mais après avoir écrit ça, le fait de ne pas avoir trouvé d'informations a commencé à me hanter. J'y pensais de plus en plus souvent et je me suis dit qu'il n'était pas possible d'abandonner après si peu de recherches. Il fallait que je trouve qui était derrière cette BD et d'où elle sortait. Et alors que je pensais que cette affaire serait réglée en 1 ou 2 heures grand max, ça n'a pas été aussi facile que je l'imaginais, et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes incroyables qui m'ont totalement aidé à résoudre ce mystère. Mais vous allez le voir en fin de vidéo. Et alors que j'allais conclure mon enquête tranquillement, je suis tombé sur un mystérieux secret de coulisses totalement inavouable au sujet de Bob l'éponge et de ses créateurs, qui ont été découverts seulement quelques jours avant la fin de l'écriture de cette vidéo. Faites chauffer la plaque de cuisson, préparez votre meilleur pâté de crabe et installez-vous confortablement pour découvrir les mystères de l'éponge carrée, la plus populaire du monde. Avant d'être passionné réellement pour quelque chose, que ce soit de cinéma, de jeux vidéo, de musique ou bien évidemment de comics, on ne prête pas toujours attention à qui sont les artistes derrière nos divertissements préférés. Évidemment que l'on obtient souvent quelques informations comme l'éditeur d'un jeu, le réalisateur d'un film ou le compositeur de la musique, mais est-ce que vous connaissez vraiment la personne derrière l'écriture du scénario du film que vous venez de voir au cinéma, ou le parolier de la musique que vous venez d'entendre à la radio, ou bien encore le graphiste derrière le jeu que vous venez de terminer? Je ne pense pas être le seul à quasiment toujours passer à côté de ce genre d'informations. Et c'est vrai que c'est assez triste pour ces artistes de l'ombre qui donnent parfois cœurs et âme pour nous offrir ces œuvres. Cependant, s'il y a un média pour lequel je m'assure d'obtenir le plus d'informations possible concernant ces artistes, c'est bien celui des comics. J'aime, je dirais même plus, j'ai besoin de connaître un minimum, comme le nom du scénariste, de celui du dessinateur et parfois du coloriste. Premièrement pour savoir si je connais leur style, afin de savoir un peu à quoi m'attendre avant la lecture, mais aussi parce que je produis des contenus comics sur internet, et donc j'ai besoin d'avoir certaines informations pour travailler. Mais alors que je préparais une vidéo sur Bob l'éponge, en partenariat avec l'ami Robocan, je suis tombé sur un mystère mystérieusement mystérieux qui m'a totalement stoppé dans la création de ma vidéo. Une énigme qui m'a hanté pendant des semaines. Un peu comme lorsque vous recherchez le nom d'un acteur, d'un jeu ou d'une musique de votre enfance, mais que vous n'arrivez pas à retrouver, malgré toutes vos recherches approximatives et votre exploration cérébrale éprouvante. Effectivement, alors que j'avais acheté quelques BD Bob l'éponge pour l'écriture de ma vidéo, j'ai très vite remarqué qu'il n'y avait aucun nom crédité sur les couvertures, ni même à l'intérieur. Et après quelques recherches rapides sur le net, je n'avais rien trouvé au sujet de l'origine de celle-ci. Il fallait alors que je résolve cette histoire. Impossible d'abandonner. J'ai alors décidé de mener l'enquête. Évidemment, la première chose que l'on fait lorsque l'on veut trouver le nom des artistes d'une BD, c'est de prendre 5 secondes pour regarder la couverture, car généralement ces derniers sont notés, mais comme dit précédemment, ce n'était pas le cas pour le livre que je venais d'acheter. Je suis alors passé à l'étape suivante, celle qui consiste à ouvrir l'ouvrage pour rechercher les crédits avec le nom des artistes et de celle de l'édition originelle qui se trouve au début. J'ouvre alors le livre et à ma grande surprise, je tombe alors directement sur le début d'une histoire. J'en déduis alors qu'une page a dû être déchirée par le précédent propriétaire. Je vais alors directement à la fin du bouquin pour vérifier les informations qui sont toujours sur la garde arrière. 12 seconds later. C'est à cet endroit que l'on peut retrouver le nom du livre, le copyright, le nom et l'adresse de l'éditeur, de l'imprimeur et encore plein d'autres informations comme le code ISBN que beaucoup de vendeurs Vinted notamment doivent bien connaître. Et par chance, celle-là n'a pas connu le destin tragique de sa grande sœur. Mon regard glisse alors jusqu'en bas de la page pour y trouver les infos que je recherche. Je vois alors deux logos, Jungle ainsi que TF Livre. Je ne perds pas plus de temps que ça à savoir ce qu'est vraiment ce logo, mais j'imagine qu'il s'agit simplement d'un label de l'éditeur en partenariat avec TF1 pour tout ce qui concerne la BD adaptée de séries animées diffusées sur TF Jeunesse. Plus bas, je découvre le nom de la société possédant les droits du personnage, Viacom International, un conglomérat qui possède évidemment sa société sœur, Nickelodeon, celle qui est à l'origine de la série animée Bob l'éponge. Toujours plus bas, je tombe sur la petite phrase de droit concernant les logos, titre, personnage et compagnie, suivi de 2004, Casterman, TF1, entreprise. Une fois tout ça analysé, je tombe enfin sur un nom, Juliette Catrix, qui s'est occupée du lettrage et de l'adaptation graphique de la BD. La page se termine avec enfin le numéro d'ISBN, la date d'édition, soit juin 2004, ainsi que le dépôt légal et le nom de l'entreprise ayant imprimé l'ouvrage. Et avant de commencer les recherches auprès de Jungle ou de Madame Catrix, je préfère jeter un œil à mon tome 2, afin de voir s'il ne me manquait pas simplement une page ou deux au début du tome 1, dans lequel il serait noté quelques noms d'artistes. Et à l'ouverture du second tome, je remarque tout de suite qu'effectivement, il me manquait bien une page de garde colorée dans le premier, avec plein de Bob l'éponge copié-collé à la manière d'un papier peint de mur de chambre d'enfant. Mais malheureusement, aucune information à cet endroit, c'est simplement d'utilité technique. Alors c'est parti, il est temps de commencer l'enquête et de contacter Jungle, toujours présent sur le marché du livre jeunesse.
En quelques clics, je tombe très vite sur leur espace contact, puis je leur envoie un message afin de leur demander d'où provenait cette bande dessinée, puisqu'ils ne sont chargés que d'adapter le livre en français et ne sont pas du tout les créateurs de ces histoires, d'où le nom de Madame Catrix au lettrage. Une fois le mail envoyé, je me dis que je ne vais pas perdre de temps à attendre leur réponse, qui peut parfois prendre du temps, voire ne jamais arriver, et je tente alors de contacter Madame Juliette Catrix. Après un petit tour sur Twitter, Facebook et Instagram, aucune trace de cette femme sur les réseaux. Et pour cause, je tombe sans cesse sur le duo d'actrices de Demain nous appartient, Marie Catrix et Juliette Tressani. Après quelques googlisations, je découvre qu'elle s'est aussi occupée du lettrage de Hellboy ainsi que de BPRD chez Delcourt, mais rien de plus. Je vais alors devoir attendre patiemment la réponse de Jungle et de Casterman, que j'ai contacté rapidement entre temps. 1 week later. Une semaine passe, puis une seconde, et encore une autre, avant de décider de les contacter à nouveau en passant par la même occasion par la messagerie Twitter, car à l'époque, on pouvait encore contacter les gens qui ne nous suivaient pas. Merci Elon. Toujours aucune nouvelle après quelques jours, je décide alors d'attaquer de nouveau, mais sur Instagram cette fois-ci. Et là, par magie, je reçois une réponse par mail le lendemain d'un certain Guillaume, responsable des relations de presse de Stenkiss Group. Je lui explique alors la situation, que je produis des vidéos consacrées au BD, etc. et que j'ai pour projet de réaliser une vidéo sur Bob l'éponge, mais que je ne trouve aucune information concernant la BD que Jungle avait publiée de 2004 à 2010 avec 14 tomes. J'en profite aussi pour demander des visuels si possible, car il n'y a pas grand chose de disponible sur le net. Très vite, Guillaume me répond qu'il est impossible pour lui de m'aider, car la BD n'est effectivement plus commercialisée par leur maison, rachetée entre-temps, et qu'il n'a par conséquent pas non plus de planche à m'envoyer. Bien décidé à trouver des réponses, j'insiste un peu, mais Guillaume n'a aucune idée du nom des artistes, mais il m'indique cependant qu'il s'agit d'un rachat de droits auprès des éditeurs US Bongo Comics. Il me dit aussi que cette BD est une adaptation directe de l'animé et que l'éditeur est lui-même passé par un studio extérieur pour produire ses comics. Et même si Guillaume ne m'a pas donné une réponse directe, il me l'a cependant servi sur un plateau. Plus qu'à me rendre sur le site de l'éditeur US Bongo Comics et j'aurai mes réponses. Et je crois qu'on s'est trompé de route. Route. Ok, j'arrête. Cependant, une fois sur le site, c'est la page blanche. Littéralement. Lorsque je clique sur l'onglet Bob l'éponge, le site du groupe Bongo Comics, qui est en vérité un blog, plante totalement. Je file alors dans leur page de news afin de revenir très loin en arrière pour tomber sur les annonces de publication de Bob l'éponge, sauf qu'à la page 147, la dernière, le post le plus ancien date de juillet 2010, soit après la fin de la publication de la BD, puisque Jungle a terminé la publication de cette dernière en France cette même année. C'est donc reparti pour un contact par mail. Je me dirige alors dans la page adéquate et je tombe sur l'histoire de cette maison d'édition qui est somme toute intéressante. J'apprends que suite à l'explosion de popularité de la série animée Les Simpsons de Matt Groening en 1991, ce dernier, accompagné d'amis et de collègues, décide de créer un fan magazine nommé Simpson Illustrated. Suite au succès de cette publication, la même équipe s'est retrouvée une nouvelle fois pour le premier comics officiel et professionnel de la licence intitulée Simpson Comics and Story. Suite au nouveau succès de celle-ci, il décida alors de créer sa propre entreprise de BD, qu'il nomme alors Bongo Comics, afin d'y publier Radioactive Man, Itchy and Scratchy Comics, Bartman et compagnie. Intéressant, non ? Même si ça n'a pas grand chose à voir avec ce que je recherche. Mais je découvre aussi quelques pages plus tard qu'ils annoncent en 2011 un partenariat avec Stephen Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, pour la création d'une nouvelle série de comics bimensuels pour l'éponge carrée. C'est donc elle que je trouve très facilement sur les sites de scan de comics, mais vu qu'elle date de 2011, ce n'est pas celle qui m'intéresse. Mais surtout, si elle dit qu'il y aura une nouvelle série de comics, c'est qu'il y en avait bien une première, même si je n'en trouve aucune trace sur leur site. Bon, j'envoie donc ce fameux mail, mais après des jours et des semaines, impossible d'obtenir une réponse. Je décide alors de reprendre l'enquête en partant de zéro, la bulle, rien, nada. Après de nouvelles recherches sur Google Images, cette fois-ci, je tombe sur cette couverture. Effectivement, elle est différente de celle dont je dispose en VF, mais semble tout à fait correspondre au visuel de ma collection. Je clique alors sur le site hébergeant l'image, et je découvre qu'il s'agit d'une édition finlandaise par Sanoma. Et qu'il s'agit, comme pour Jungle en VF, d'une BD d'une trentaine de pages datant elle aussi de 2004. Cependant, toujours aucune information concernant le scénariste, le dessinateur, ou n'importe quoi d'autre. Bon, à ce moment-là, je vais pas vous le cacher, je commençais vraiment à perdre espoir à force de tourner en rond et de n'avoir aucun résultat. Il était alors grand temps de repartir à la base, à laquelle je n'avais simplement pas pensé depuis le début, Wikipédia. Sur le Wiki.fr, aucune information concernant la bande dessinée Bob l'éponge, mais j'en trouve cependant sur la version anglaise. Dans un premier temps, on nous parle de la série de comics publiée par Bongo Comics après 2010. Mais lorsqu'on continue un peu plus loin, on découvre qu'avant cette dernière, des comic strips avaient été publiés dans Nickelodeon Magazine, mais que des épisodes de la série avaient été quant à eux adaptés par Cinemanga, un distributeur d'œuvres de licences animées, de manga et compagnie.
C'est ainsi que j'ai découvert, notamment via la chaîne SpongeBob #1 Fan, que la box de comics disponible sur Amazon, que j'avais vue il y a quelques temps, était en vérité des BD adaptant les épisodes de la série en faisant de simples captures d'écran et en ajoutant des bulles de texte. Après avoir fait un tour sur la chaîne YouTube en question, je découvre qu'effectivement, la personne est vraiment très fan de Bob l'éponge, et qu'avec ses 2300 vidéos, je trouverai peut-être des infos. Malheureusement, sans succès une fois de plus, et je n'ai pas non plus réussi à contacter cette personne. J'ai alors tenté de retrouver les comics sur YouTube, peut-être que d'autres fans de Bob l'éponge avaient publié des histoires que je recherchais. Et c'est ainsi que je suis tombé sur des bonus d'un DVD. Et alors que la vidéo défilait devant mes yeux, je découvrais qu'il y avait un comics interactif en bonus. Et en le lisant, il me rappelait vaguement quelque chose. Je saute alors sur mon Bob l'éponge tome 1 et je découvre qu'il s'agit, pour mon plus grand bonheur, de l'une des histoires présentes dans ce recueil. Je me rends aussi compte que si le titre de l'histoire a totalement disparu en VF, en VO, cette dernière se nomme Super Suspicion. Aussi, alors que Bob et Patrick jouent au Marco Polo, une variante américaine du Colin Maillard, en VF, ils jouent au Roméo et Juliette, ce qui n'a plus aucun sens, bravo la traduction. Bref, tout ça pour dire que j'avais enfin trouvé un épisode original de ma BD, cependant ma recherche était classée sans suite, faute d'informations disponibles. Je retourne alors à la seconde piste découverte via le wiki, le Nickelodeon Magazine. Je tape alors le nom de l'épisode, suivi du nom du magazine, et je tombe sur un wiki fandom de Bob l'éponge dans lequel je trouve enfin une information qui sera cruciale pour mes recherches. En effet, il est noté que cette histoire provient bel et bien d'un magazine pour enfants de Nickelodeon, des années 2000. Mais en plus de ça, il y a un petit encart avec les crédits du scénariste et du dessinateur. Il s'agit d'un certain Charm Cohen. Alors que je pensais avoir résolu le mystère pendant quelques secondes, je découvre très rapidement qui est ce monsieur Sherm, et je me dis que c'est pas possible que cet homme soit créateur de mes 12 comics Bob l'éponge de 32 pages chacun. Pour que vous compreniez le souci, je me dois de vous présenter rapidement ce monsieur qui devrait raviver de très bons souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous. Né en 1965 à Los Angeles, Sherm habite à quelques kilomètres de tous les grands studios d'animation. Mais lorsqu'il était jeune, jamais il ne lui est venu à l'esprit qu'il allait un jour trouver du travail dans l'une de ses plus grandes passions qu'étaient les dessins animés. C'est après ses études pour devenir illustrateur de comics dans l'école de Joe Kubert, dans le New Jersey, qu'il rencontre un certain Bill Ray, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Hellboy, si ça vous tente. Ce dernier avait déjà un poste d'écrivain, de coloriste de fond, de scénariste et de réalisateur pour la série animée de Ren and Stimpy Show de Nickelodeon. Bill deviendra alors le mentor de Sherm, nouveau stagiaire sur la série Ren and Stimpy. C'est sur cette dernière qu'il apprendra le gros du métier, mais c'est véritablement sur les 3 saisons de Hey Arnold, pour lequel il a travaillé, que Monsieur Cohen va devenir un véritable artiste en storyboard de dessin animé. C'est pendant qu'il travaillait sur la tête de ballon de rugby qu'il sera invité par Steven Hillenburg à rejoindre l'équipe pour Bob l'éponge. Il deviendra ainsi l'artiste principal storyboard et concepteur de l'éponge carrée. Vous comprendrez pourquoi j'ai eu du mal à imaginer que cet homme aurait scénarisé et illustré autant de comics Bob l'éponge en parallèle à son travail sur une série qui cartonnait à l'époque. J'ai alors décidé de le contacter directement afin de tirer les choses au clair, même si j'avais peu d'espoir de recevoir une réponse de sa part, surtout après les nombreux échecs précédents. J'envoie alors un mail à monsieur Charm Cohen, je me présente, je lui explique mon projet et je lui pose mes questions, afin de savoir s'il se rappelle avoir créé cette bande dessinée, s'il était aussi l'auteur de toutes les autres, et où avait été publié ce comics. Et c'est quelques jours plus tard, alors que je ne m'attendais absolument pas à avoir une réponse, que je vois apparaître dans ma boîte mail le logo et le nom de Charm Cohen. Ce dernier me confirme qu'il se souvient très bien avoir écrit et dessiné ce court comics pour le magazine officiel de Nickelodeon, et que ce n'était pas le premier, mais il ne se souvenait plus exactement du nom des épisodes, des numéros, ni même du magazine et de l'année. Il m'explique aussi qu'à l'époque où il réalisait ces histoires, c'était très fréquent que les personnes travaillant sur les séries animées soient invitées à créer des œuvres pour d'autres projets, et surtout pour des bandes dessinées. Et maintenant que j'avais le nom d'un des artistes principaux, il fallait absolument que je trouve les autres scénaristes et illustrateurs. Et pour ça, il fallait que je trouve les magazines. Et en scan, parce que je n'ai absolument pas les moyens de me procurer de telles choses qui sont devenues aujourd'hui des objets de collection. Mais avant ça, je me renseigne rapidement concernant d'autres artistes ayant travaillé sur la série animée afin de savoir si eux aussi avaient participé à l'élaboration d'une BD Bob l'éponge. La liste est longue comme le bras, mais j'envoie des mails et des messages en rafale comme un certain Paul Tibbitt, nom que j'avais vu revenir fréquemment, mais aucun d'eux ne me donnera de réponse. De nouveau sur Google, je suis alors parti à la recherche de ces fameux magazines, et rien de mieux que des sites d'archives pour trouver ça, et plus particulièrement celui du nom de archive.com. Je vais alors sur le site, je tape Nickelodeon Magazine dans la recherche et je choisis les documents entre 2000 et 2002, année auquel Sherm m'avait conseillé de m'intéresser. Et je tombe, par chance, sur 4 numéros que je feuilletonne rapidement par ordre de publication, avec le premier noté numéro 58 datant de janvier 2000.
Je découvre alors un magazine rempli de jeux, de pubs et encore de plein de pubs, où réussissent à se faufiler parfois quelques comics très courts. Après avoir creusé un premier numéro sans trouver mon butin, j'enchaîne le numéro suivant disponible sur le site, qui est le 61 de mai. Après quelques feuilles de pub, et encore de pub, je tombe enfin sur une courte histoire sur 2 pages de cette satanée éponge qui se faisait tant désirer. Bon, la qualité n'est pas terrible, mais j'arrive à deviner le nom de Paul Tibbitt au scénario, une personne que j'avais déjà tenté de contacter plus tôt dans mes recherches. Sinon, c'est donc Charm Cohen au dessin, et c'est Nick Jennings qui s'occupe de la colorisation, noms qui sont bien évidemment effacés dans la publication française. Mais avant de m'intéresser à ces 2 noms, que je ne connais pas bien pour l'un et qui m'étaient totalement inconnus pour l'autre, je décide de les noter dans un coin et de continuer mes recherches. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans le tome 1 de ma BD, il y a au total 6 récits différents, et celui que je venais de découvrir était le 4e, donc je ne voulais pas louper les premiers. Je décide alors de changer les filtres de recherche pour me focaliser sur l'année 1999, et décide cette fois-ci de les lire du plus récent au plus ancien. Je dispose alors des numéros 56, 55, 52 et 50, et je commence donc par le 56. Je tombe une nouvelle fois sur du Bob, avec encore une histoire en 2 pages. Mais même si je suis certain de l'avoir déjà lu, je ne la trouve absolument pas dans mon bouquin. Et finalement, je me rappelle l'avoir trouvée dans le tome 2. Elle figure bien à l'intérieur, du coup, je comprends que ça risque d'être une vraie galère pour retrouver tout ce que je recherche, car l'éditeur français n'a pas publié les récits dans l'ordre chronologique de publication originale. Bref, sur cette histoire, on retrouve Paul Tibbitt au scénario, Nick Jennings sur la colorisation, et Charm Cohen n'est plus au dessin, mais à l'ancrage, tandis que c'est maintenant Mark Howery qui illustre notre chef cuistot. Je rajoute ce nom sur le post-it et continue mes recherches et waouh, c'est quand même dingue le nombre de pubs. Le magazine aurait jamais dû être payant au vu du nombre de placements de produits. Payer 3,50$ pour avoir 5 pauvres malheureux jeux du style Labyrinthe ou un Cherche et Trouve avec 3 courtes BD pour 40 pages de pub, ça devait quand même faire mal aux parents. Bon, rien dans le numéro 55 d'Harry Potter à part une BD Les Castors Allumés. J'adorais ce dessin animé quand j'étais gamin, mais c'est toujours pas ce qui nous intéresse. Donc c'est parti pour le numéro 52. Rien à l'intérieur, pareil pour le numéro 50, à part un super jeu pour lequel je me suis arrêté, afin d'y faire une pause détente. C'est un jeu bien sympa où je me suis mis à colorier avec chaque numéro qui représente une couleur et... non stop, j'arrête les conneries, et j'apprends à dessiner Gérald et Arnold. Oh wow wow, qu'est-ce que je fais là? Bon, retournons à notre recherche. Je pense qu'il est grand temps d'accélérer le rythme pour conclure cette enquête qui a déjà bien trop duré. Il y a bien trop de magazines et il m'en manque beaucoup sur les sites d'archives, donc je tente une nouvelle et dernière méthode. En cherchant les comics qu'il me manquait, je suis tombé sur cette image Google qui m'a directement renvoyé vers le Twitter nommé The Art of SpongeBob. Après avoir scrollé rapidement son mur et n'ayant pas trouvé d'autres extraits du Nickelodeon Magazine, je tente de le contacter pour lui demander s'il n'a pas des archives ou des numéros de magazines dans lesquels je pourrais retrouver les histoires qu'il me manquent. Ce dernier me dit qu'il n'a rien de plus que ce dont je dispose déjà sur les sites d'archives, mais me conseille tout de même de faire un tour sur le Twitter de SpongeBob Archive, ce qui ne me donnera rien si ce n'est que ça me donne une petite idée. Je retourne alors sur Google et tape Nickelodeon Magazine Twitter et clique par tout hasard sur une image parmi tant d'autres d'un extrait de Bob l'éponge, ce qui m'amène sur la page Twitter de The Nick Mag Project, sur laquelle je finis par découvrir l'une des histoires qu'il me manquait, la seconde. Celle-ci est scénarisée par Walt Dorn, dessinée par Jellender, lettrée par Charm Cohen et colorisée par une entreprise du nom de Digital Chameleon. Je note, mais surtout, je contacte le créateur de cette page, qui a pour but de préserver la conservation des Nickelodeon Magazine de 1990 à 2009. À ma plus grande surprise, The Nick Mag Project me répond très rapidement. Chris, le papa de ce Twitter, va alors être la rencontre qui va me permettre de résoudre définitivement mon enquête, en m'offrant les clés de toutes les archives dont j'avais besoin. Il m'envoie le lien direct de son compte sur archive.com où il a regroupé l'ensemble des BD et magazines qu'il avait en sa possession ou qu'il avait réussi à dénicher d'une manière ou d'une autre. Arrivé à ce stade de l'enquête, je vous avoue avoir eu un peu la flemme de me coltiner les plus de 70 comics Bob l'éponge pour retrouver les 3 histoires qu'il me manquaient. Je lui envoie alors directement les photos des premières pages de chacune d'elles et c'est en quelques minutes qu'il me retrouve le titre de l'ensemble des 6 histoires. Et il ne me faut pas beaucoup plus de temps pour les retrouver avec son lien où tout est organisé à la perfection par ordre alphabétique. Ça y est, j'avais enfin résolu mon énigme. Je connaissais maintenant tous les noms qui se cachaient derrière les histoires de mon tome 1 de Bob l'éponge. Je n'avais plus qu'à faire les recherches concernant les artistes, même si j'avais ma petite idée d'où ils venaient. Voici le nom des chapitres et des artistes. En guise d'ouverture, on découvre Gone Jellyfishing, écrit par Derek Drymon et Charm Cohen. Derek est le scénariste, producteur, réalisateur, animateur et storyboarder de séries animées. Il a scénarisé 68 épisodes de Bob l'éponge, en a produit 12, mais il est aussi le producteur et scénariste du premier film de 2004.
C'est un certain Scott Roberts qui s'est occupé de l'illustration. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations concernant ce monsieur, si ce n'est qu'il est spécialisé dans l'art des comics et qu'il a beaucoup travaillé pour le magazine Nickelodeon sur Bob l'éponge, mais aussi sur les Razmoket. Concernant la colorisation, comme dit tout à l'heure, c'est l'entreprise Digital Chameleon qui s'en est chargée. Et d'après Wikipédia, il s'agit d'un studio de colorisation et d'ancrage de comics très réputé et reconnu comme étant le premier studio à utiliser Photoshop pour coloriser de la bande dessinée. Et quand je vois la liste des œuvres pour laquelle ils ont travaillé, je me demande s'ils ne se sont pas occupés de repasser après le travail des coloristes, pour peaufiner la colo au vu du très grand nombre d'œuvres pour lesquelles ils ont bossé. Parmi lesquelles, on retrouve plus de 100 issues Superman, plus de 80 pour les comics Looney Tunes et 74 bandes dessinées Batman. La seconde histoire, intitulée Make That Big Pants, est scénarisée par Walt Dorn, qui est connu essentiellement pour être un comédien de doublage américain, prêtant sa voix à de très nombreux personnages de dessins animés, mais il est aussi parfois scénariste, storyboarder et réalisateur, comme il l'a été pour la série Bob l'éponge. Au dessin, je découvre Jay Lender, qui est lui aussi scénariste, storyboarder de dessins animés, mais peut aussi s'occuper du dessin comme il le fait pour les décors de Hey Arnold. Pour le récit suivant, Patty Meltdown, c'est Charm Cohen qui s'est occupé de tout, sauf de la colorisation, qui est encore de l'entreprise Digital Chameleon. Pour la quatrième, nommée Dancing Shoes, c'est encore Charm au dessin et Tibbit au scénario, mais cette fois-ci, c'est Nick Jennings à la colorisation. Il est lui aussi réalisateur, artiste, écrivain et producteur américain, reconnu pour avoir été le directeur artistique de la série Bob l'éponge de 1999 à 2004. Comme vu plus tôt dans la vidéo, l'avant-dernière aventure de ce comics est écrite et dessinée par Charm Cohens, avec Vince DePorter à l'ancrage et toujours le reptile derrière la colorisation. Vince DePorter était un auteur, animateur et illustrateur de BD belge. Il a œuvré sur beaucoup de comics de cartoon, notamment sur Scooby-Doo et Bob l'éponge carrée, évidemment. Les artistes de la sixième et dernière histoire intitulée Harry's Situation ont déjà été tous cités plus tôt, sauf Eric Wise, qui est le dessinateur et encreur de cet épisode. Il a lui aussi fait partie de l'équipe produisant la série Bob l'éponge, et il a surtout travaillé en tant que scénariste, mais s'est aussi occupé du développement du personnage, ainsi que de la conception de l'épisode pilote. Et bien voilà, après des mois de recherche avec des périodes plus ou moins actives, j'ai enfin réussi à résoudre un mystère qui ne devrait intéresser que moi. Cependant, ne partez pas tout de suite, car en faisant mes recherches sur le storyboard de l'épisode pilote de Bob l'éponge, je suis tombé sur une histoire totalement hallucinante concernant des dessins de la petite éponge carrée et de ses amis, qui ne devaient absolument pas sortir du studio de Nickelodeon. En 2012, lors d'un interview, Kent Osborne, un ancien employé de chez Nickelodeon, a divulgué un terrible secret le concernant lui et son collègue Sam Anderson. Alors qu'ils faisaient tous deux partie de l'équipe en charge des scénarios et des storyboards de la série Bob l'éponge, au début des années 2000, ces derniers se sont amusés à faire quelques dessins pour faire rire les collègues. Ils créent alors des illustrations très grossières des personnages de la série sur des post-it, pour les coller derrière la porte du bureau, afin qu'ils ne soient pas vus par la direction lorsque ces derniers ouvraient les portes. Kent déclara qu'à la fin des saisons, tous les artistes de la section storyboard s'amusaient à faire des dessins drôles de Bob l'éponge. C'est pourquoi Sam Anderson a récupéré tous les post-it afin d'en faire un livre pour offrir à ses coéquipiers. Il l'avait nommé « Derrière les portes fermées », et ces exemplaires ne devaient évidemment pas tomber entre les mains de n'importe qui. C'est pourquoi, afin de se protéger et de rester anonyme, il avait signé leurs arts par des pseudos. C'est finalement en juillet 2023 qu'un ancien employé anonyme de chez Nickelodeon a contacté le youtubeur L Supersonic Q pour lui envoyer un exemplaire de ce livre, afin de réaliser une vidéo pour montrer aux yeux du monde les documents secrets avant qu'ils ne disparaissent. Je ne vais pas pouvoir vous en montrer plus au risque de voir ma chaîne disparaître dans la minute qui suit sa publication, car c'est vraiment très explicite, mais en gros, voici quelques dessins censurés. C'est juste dingue, surtout après avoir vu les débats qu'il y a eu pendant quelques années concernant le sexe dans la série Bob l'éponge, particulièrement après la mort de son créateur en 2018, qui avait assuré que Bob l'éponge était totalement asexué, que le sexe n'existait pas dans son univers. Si vous voulez en savoir plus, et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à aller voir la vidéo de L Supersonic Q. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est peut-être maintenant ou jamais, en likant, commentant, partageant, et même en me soutenant financièrement sur Tipeee si vous le pouvez. Sur ce, je vous dis merci encore, et à très bientôt. Terrien.